A-t-on besoin de présenter Pierre-Louis? Oui, quand même. Pierre-Louis Faure, donc, est professeur des universités ici, à Cergy Paris Université, et dont les recherches portent sur la littérature française des XXe et XXIe siècles. Il s'intéresse aussi à la littérature de jeunesse et à la didactique de la littérature. Pierre-Louis est l'auteur de plusieurs essais, notamment Ma mère la morte, Écriture du deuil au féminin, c'était paru en 2007, Critique et littérature, paru chez Gallimard en 2008, Simone de Beauvoir aux presses universitaires de Vincennes en 2016, ainsi que Les deuils sans nom, Écriture contemporaine de la perte, ça c'est à paraître tout prochainement chez Classique Garnier. Et Pierre-Louis a également coédité des volumes collectifs. La France et l'Algérie en 1962, de l'histoire aux représentations textuelles d'une fin de guerre. Et pour le sujet qui nous intéresse plus précisément, il a coédité, donc, comme je le disais tout à l'heure, Annie Ernaux, Un engagement d'écriture, qui est paru auprès de la Sorbonne Nouvelle. Et bien sûr, il a co-dirigé Le Cahier de Lerne, qui est une résonance toute particulière l'année dernière quand c'est sorti en 2022. Voilà, donc on va écouter Pierre-Louis, dont la communication s'intitule Le métadiscours ernausien, moteur dans la création. Merci beaucoup, Éline. Alors, je vais ouvrir le bal de cet après-midi. Merci pour pour ce glissement, finalement. Alors, je commencerai peut-être par une entrée un petit peu subjective, qui va être non pas dans l'atelier de l'écrivain, mais dans l'atelier du lecteur. Je vais revenir à l'atelier de l'écrivain très rapidement. Alors, comme je ne connais pas d'autres lecteurs aussi bien que moi-même, c'est peut-être une illusion, j'ouvrirai les portes de mon atelier de lecteur, dans lequel l'œuvre d'Annie Ernaux tient bien sûr une place de premier ordre, et ce, depuis longtemps. Alors, sans faire ce qu'on appelle parfois une autobiographie de lecteur ou évoquer des scènes de lecture, et sans vous assommer avec une sorte d'égo-histoire un petit peu longue, je voudrais quand même revenir sur ce qui m'a saisi lors de ma découverte d'Annie Ernaux, laquelle se fait avec La Place. Et ce qui me retient donc, c'est le fait d'être confronté à un texte qui non seulement s'ordonne comme un récit dont la nature nous touche, mais qui, en même temps, fait entrer le lecteur dans les coulisses de sa création. Autrement dit, ce qui me retient, entre autres, c'est la présence du discours sur l'écriture. Dans La Place, vous l'avez toutes lu, ce dernier apparaît très rapidement, peut-être pas tant métatexte que commentaire métacréatif, quand la narratrice évoque tout d'abord son projet d'écrire. J'espère que tout le monde voit le PowerPoint, sinon je vais lire de toute façon mes citations, et le PowerPoint n'est pas particulièrement sophistiqué. Voilà. Alors, lorsqu'elle dit par la suite, plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier poste, il faudra que j'explique tout cela. Puis, elle évoque sa première tentative d'écriture autour de son père disparu, qui se solde par un échec, en raison, vous vous en souvenez, du choix générique qui est relativement inadapté par rapport à son projet. Par la suite, j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal, sensation de dégoût au milieu du récit. Elle poursuit avec l'exposé de son projet sur la façon d'écrire, qui va la conduire à ce qu'elle appellera ailleurs l'auto-sociobiographie, et qui se formalisera dans un autre texte, un petit peu ultérieur, qui est Une femme en 1987, La Place c'est 1984, donc qui se formalise par le biais d'une formule qui met à mal finalement les assignations rigides au profit d'une création riche de ses multiples polarités. Ceci n'est pas une biographie, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Je ne vais pas gloser cette formule qu'on connaît bien, mais il me semblait intéressant de la rappeler à ce moment-là de mon exposé. Alors, ce retour sur lui-même qui informe le texte, simultanément dans son projet et dans sa réalisation, et dont la place est le premier lieu d'expérimentation, va devenir, me semble-t-il, une des marques stylistiques d'Annie Ernaux. Alors, il y a un courrier que vous avez peut-être vu dans le cahier de Lerne, qui est un courrier envoyé par Claude Roy, et qui lui parle justement à propos de ces incursions métadiscursives,
de chichi d'intellectuel. Chichi intellectuel. Vous voyez, là, je ne suis pas très sûr que les brefs passages sur la façon de raconter que vous avez choisi me détonnent pas un peu. J'ai peur que ça fasse chichi intellectuel, élégance d'écrivain, alors que le livre est si dépouillé, rigoureux et beau. Voilà, donc ça c'est la position de Claude Roy, qui n'est pas forcément la nôtre, en tout cas la mienne, puisqu'il me semble justement que l'une des richesses et l'une des beautés de ce texte, c'est d'être finalement écrit au miroir de lui-même. Il me semble aussi qu'au moment où Annie Ernaux fait ça, c'est relativement, alors c'est pas complètement inédit, hein, évidemment, dans la littérature, mais si dans l'époque contemporaine, il y a beaucoup cette manière de faire, de l'écriture qui se reflète en elle-même au cours du récit, il me semble qu'au milieu des années 80, c'est quand même assez novateur. Alors, ce métadiscours qui structure intimement la place lui donne une saveur toute particulière, et on va la retrouver, donc, comme je le disais par la suite, dans d'autres dispositifs proposés et expérimentés par Annie Ernaux. Donc, la saveur qui est finalement celle d'un texte dont la réalisation se reflète en miroir, permettant d'en poser la difficulté, d'en préciser la nature et d'en inscrire l'écriture dans un geste éminemment critique. Il y a cela qui est porté par le métadiscours. Alors, aujourd'hui, dire de l'écriture d'Annie Ernaux qu'elle est une écriture qui se pense et s'interroge en même temps qu'elle s'accomplit, je pense que c'est un acquis. La critique a d'ailleurs souvent insisté sur l'importance de la métadiscursivité et du dispositif autoréflexif entre les textes les plus divers. Là, je citais Fabrice Tumren. La critique a également affirmé que le récit ernosien ne peut prendre sens qu'à partir d'une mise en question radicale de l'acte de raconter. Là, je cite Thomas Munkeller. Et mis en évidence le fait que l'insertion de cette réflexion sur la pratique d'écriture dans le corps même de l'œuvre est très fréquente depuis Laplace, je prends cette citation, à Dominique Viard, et d'ailleurs c'était par là que je commençais. Alors, je voudrais, même si c'est un petit peu connu, y revenir aujourd'hui, tout d'abord parce que le dispositif général de cette rencontre nous y invite, et puis parce que j'aimerais explorer un peu plus avant cette dimension qui est fondamentale chez Annie Ernaux, qui engage le lecteur à son tour, en le conduisant à interroger la nature même de ce qu'il dit, au regard d'une création non pas mise en abîme, donc, mais réfléchie. Ce discours critique intermittent, il permet en effet au lecteur d'entrer dans une sorte d'atelier noir, un clin d'œil évidemment à un autre texte d'Annie Ernaux, diffracté au cœur de l'œuvre, et dont Annie Ernaux souligne l'absolue nécessité dans les termes suivants. C'est un extrait des entretiens avec Frédéric Idjané dans l'écriture comme un couteau. Les notations sur l'écriture qui figurent dans mes livres depuis Laplace me viennent au fur et à mesure que j'écris. Elles ne sont pas raboutées au texte. Le terme rabouté est intéressant dans la perspective de la conception du montage, avec lequel elles entretiennent d'ailleurs un lien étroit avec ce texte-là, pas un autre. Les notations sur l'écriture qui figurent dans mes livres depuis Laplace. Je crois que je dis 2 fois de suite la même chose. J'ai eu un petit accident de copier-coller. Voilà, mais je pense qu'on a bien compris ce que je voulais dire. Alors, toute artificialité, on le voit dans cette citation, est donc mise à l'écart. Il n'y a pas de reconstruction a posteriori, mais des liens qui sont très forts et indissolubles entre ce qu'on peut appeler donc le texte et son métatexte. Je devrais peut-être plutôt parler de métadiscours. Néanmoins, vous avez l'idée, avec lequel elles entretiennent d'ailleurs un lien étroit. C'est ce texte-là, pas un autre, comme le dit Annie Ernaux. Et donc, ça sollicite 2 niveaux d'énonciation. Ça rejoint un petit peu ce que disent, par exemple, Charodot et Maintenot, justement sur la question du métadiscours, en insistant sur la manifestation, je les cite, d'hétérogénéité discursive qui est à l'œuvre. Et c'est exactement ce qu'on a fréquemment chez Annie Ernaux. Alors, nombre de ces notations métadiscursives sont assez significativement consacrées au récit. C'est ça qui me retient plus particulièrement. Et elles vont remplir différentes fonctions. Alors, Barbara Averfort, notre grande ernosienne, en a distingué 3 quand elle a étudié la honte. Elle avait distingué une fonction explicative, une fonction d'inscription textuelle de la fragmentation du sujet et une fonction de liaison avec la honte, puisque en plus c'était la honte dans ce texte de 1995. Alors, Élise Houdelou-Léger, à ma droite, avec un corpus plus large, avait également exploré le métadiscours et distingué plusieurs fonctions. Alors, dans la perspective qui était la sienne au moment de ce travail-là,
qui était le lien entre je et les autres, son axe central. Tu avais mis en évidence le fait que ce métatexte, ce métadiscours avait la particularité de guider le lecteur, qui servait à mettre en évidence des objectifs, signaler des difficultés et interroger des enjeux d'écriture. Et surtout, tu proposais d'en faire une marque de littérarité de l'œuvre. Et évidemment, je ne peux que m'inscrire dans cette perspective. Donc, je voudrais m'inscrire un petit peu dans la lignée des travaux que toi et Barbara aviez amorcés et creusés, avec un corpus peut-être un peu plus large, parce que extérieurement, je me situe un petit peu après aujourd'hui, donc je pourrais aller jusqu'au jeune homme. Et je distinguerai 3 fonctions de ce métadiscours, fonctions qui se rejoignent, mais que je sépare pour la clarté de l'exposé. Je distinguerai, quant à moi, une fonction processuelle, une fonction poétique et une fonction ontologique. Et je voudrais les explorer donc, en me centrant, je vous l'ai dit, sur la question du récit, parce que le métadiscours engage fréquemment la question du récit. Autrement dit, je voudrais voir comment le récit se pense et se reflète dans le métadiscours. Alors, je vais commencer avec la dimension processuelle du métadiscours, puisque ce métadiscours, il sert très évidemment à revenir sur le travail en cours, comme pour marquer des points d'étape chronologique dans une écriture qui expose son avancement, et on va le voir avec des degrés différents de rapport à la durée et à la chronologie. Alors, je commencerai évidemment parce qu'on aura bien compris que c'est un texte important pour moi, par un exemple tiré de Laplace. Plusieurs mois se sont passés depuis le moment où j'ai commencé ce récit, en novembre. Alors, ce premier exemple, il est extrêmement simple, hein, c'est une phrase simple, de l'ordre du constat. Elle va être l'occasion, en tout cas le départ d'une réflexion sur les points d'achoppement du récit. Alors, je n'ai pas mis toute la citation, mais en l'occurrence, les points d'achoppement, ce sont tous les problèmes qui sont liés au fait que la mémoire résiste. Une citation, la mémoire qui résiste. Évidemment, la mémoire, c'est une des problématiques majeures de l'œuvre d'Annie Ernaux, donc on voit comment elle est réfléchie ici dans ce livre-là. Mais ce que je voulais relever initialement, c'était la question de la durée du récit, qui s'inscrit donc dans un temps long d'élaboration qui est reflété dans le texte même. Autre exemple qui insiste sur la chronologie, une autre façon de voir comment finalement le texte réfère à son élaboration temporelle. Un extrait de l'événement. Il y a une semaine que j'ai commencé ce récit, sans aucune certitude de le poursuivre. Je voulais seulement vérifier mon désir d'écrire là-dessus. Alors, il me semble que cette citation-là, elle est doublement intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle interroge le projet dans sa possibilité même, au moment non de l'énonciation, mais au moment, pour ainsi dire, de son embrayage, de son début, et elle le situe aussi dans une perspective qui est éminemment ernausienne, qui est celle du désir, autre pôle majeur de son écriture. Je vais vous donner un dernier exemple de un avant-dernier exemple, pardon, de cette pensée du récit dans une perspective temporelle qui va jouer de la complexité, non pas référentielle, mais énonciative. Impossible, c'est un extrait de Mémoire de fille, 2016, impossible de m'arrêter ici, je ne le peux pas tant que je n'aurai pas atteint un certain point du passé qui, en ce moment, est l'avenir de mon récit. Alors, il y a un changement de perspective, hein, puisque ce n'est non plus un métadiscours qui est axé essentiellement sur un temps passé, mais un métadiscours qui inscrit le texte dans une perspective davantage prospective, avec ce jeu troublant sur la temporalité, sur les temporalités, hein, qui vont se télescoper en raison de leurs inscriptions. L'une rétrospective qui est ancrée dans l'histoire vécue, l'autre prospective, car elle est liée à la narration à venir, ce qui fait, pour le dire autrement, que le passé est le point d'achoppement d'un futur qui n'existe qu'à condition de réaliser ou réactualiser le passé. Voilà, ça peut être présenté dans ces termes-là, c'est peut-être plus vertigineux que ça l'est sous la plume d'Annie Ernaux, mais il y a quand même quelque chose de cette complexité du rapport au temps qui est mise en évidence dans le métadiscours. Et Annie Ernaux fait d'ailleurs souvent jouer le temps du vécu, support de l'écriture,
avec le temps même de l'écriture. Par exemple, toujours dans Mémoire de fille, et ce sera le dernier exemple dans cette perspective processuelle, le début de mon texte me paraît très loin. Il y a une homologie entre la vie et l'écriture. Je me sens aussi loin du récit de la première nuit avec H que je devais me sentir à Finchley, loin de la réalité de celle-ci. Alors, ce dernier exemple, finalement, il interroge le temps sous les auspices de la distance plus que de la durée, comme c'était le cas dans les exemples antérieurs, et il réactive le lien très fort entre vie et écriture, alors qui s'inscrit même dans une triangulation avec le récit, hein, c'est vie, écriture et récit. Donc la vie et l'écriture, hein, qui est l'une des entrées incontournables concernant la poétique arnésienne. Mais ce discours en fait varier les prismes géographiques et textuels et les échelles, une distance de quelques mois versus la distance de plusieurs décennies, dans une perspective analogique qui va par ailleurs aiguillonner la suite du récit à venir. Alors, tous les exemples qu'on vient de voir, enfin tous les exemples, j'en ai mis 4, parce que je ne sais pas où j'en suis de mon temps. Il me reste combien de temps? D'accord, donc il me reste encore 10 bonnes minutes quand même. Bon, alors vous m'arrêterez quand mon temps sera écoulé. J'ai reçu aussi parallèlement un petit message que l'intervenante suivante devrait être là pour 15 heures. Donc je pourrais rater un petit peu de temps. Donc deuxième point, donc j'ai abordé dans un premier temps cette question processuelle, hein, même si évidemment une certaine dimension poétique était déjà visible. Et je voudrais maintenant me centrer sur les métadiscours qui seront davantage axés sur la nature de ce qui s'écrit, autrement dit, donc ceux qui s'inscrivent dans une perspective davantage poétique. Parce que le métadiscours, c'est aussi une manière d'évaluer, voire de réévaluer la nature du travail entrepris, une façon de déterminer et ou d'affiner le projet et sa méthodologie. J'en donnerai plusieurs exemples, hein, toujours en liaison étroite avec la question du récit, puisque j'essaie d'articuler métadiscours et récit. Le premier est emprunté à Journal du dehors. Aucune description, aucun récit non plus, juste des instants, des rencontres de l'ethnotexte. Alors, cette notation, elle me semble importante parce que le projet il est redynamisé au cœur même de l'entreprise d'écriture. Hein, on n'est pas au début de Journal du dehors. Quand bien même cette entreprise d'écriture se situe dans une perspective diaristique, c'est une écriture du journal. Et que l'écriture du journal, évidemment, elle n'a pas le même rapport que le récit, justement, à la question du projet. Et par ailleurs, ce métadiscours, cet énoncé, il introduit et il met en avant le terme ethnotexte, qui est important chez Annie Ernaux, car quand elle va ici même redéfinir son projet, elle anticipe et elle crée parallèlement l'espace de sa réception, en évoquant l'ethnotexte. Et là encore, le récit, même s'il est rejeté, aucun récit non plus, est à l'horizon du texte comme étant ce qu'il ne peut pas viser. Hein. Il y a souvent cette manière de préciser le projet en délimitant ce qui n'en participe pas ou ce qui fait qu'il va être différent d'un certain nombre d'éléments qui vont être niés ou mis à distance. Et elle poursuit, toujours dans le journal du dehors, un peu plus loin, cette exploration d'une écriture au regard du réel, tout en interrogeant le récit. Alors, je vous donne cette deuxième citation qui m'a semblé pertinente pour le propos que j'essaie de tenir. Je m'aperçois qu'il y a deux démarches possibles face aux faits réels, ou bien les relater avec précision, dans leur brutalité, leur caractère instantané, hors de tout récit, ou les mettre de côté pour les faire éventuellement, et arrive les guillemets, servir, entrer dans un ensemble, le roman, par exemple. Alors, on sait bien sûr que le roman n'est pas le lieu d'Annie Ernaux, mis à part peut-être donc les trois premières œuvres publiées entre 74 et 84. La place étant vraiment une rupture très franche avec la perspective romanesque, perspective romanesque qui s'effrite un petit peu hein, d'elle-même quand on examine les textes. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, il y a des catégorisations génériques qui sont avancées et qui sont ce qu'elles sont. Donc, le roman, en tout cas, ce n'est pas le lieu d'écriture d'Annie
d'Annie Ernaux. Et on voit ici qu'elle envisage donc, le rapport au réel dans deux directions, le journal d'une part et le récit. Le roman, c'est un petit peu ici une sorte de synonyme de récit. Le récit, donc, ou le journal. En fait, l'un n'est pas forcément exclusif de l'autre, puisque si les faits sont relatés dans leur brutalité, dans le journal, et ça renvoie peut-être à ce que je disais aussi tout à l'heure sur la question du projet, dans l'écriture du journal, on les retrouve parfois en écho chez Annie Ernaux, sans forcément qu'il y ait un travail de reprise, dans une écriture au long cours. Et il y a plusieurs exemples qui vont dans ce sens chez elle. Alors, l'idée n'est pas celle qui serait peut-être genetienne, mais en tout cas qu'on peut préciser en recourant à Genette, d'un hypotexte qui irait nourrir un hypertexte, mais plutôt celle d'une autre forme qui, par ailleurs, ne s'origine pas de la première. Souvent, Annie Ernaux a publié à distance d'un récit les journaux liés à l'époque dans laquelle ils s'inscrivent. C'est ce qu'elle a fait avec Passion simple en 1992, et puis plus tard, une telle année après, elle va publier Se perdre. Ce qu'elle a fait également en 1987, l'apparition du livre consacré, articulé autour de la disparition de sa mère, Une femme, et puis Je ne suis pas sorti de ma nuit. Le journal tenu pendant cette période-là va apparaître 10 ans après, en 1997. Donc, vous voyez, il y a l'idée, en fait, pour Annie Ernaux, non pas de montrer le dessous du texte, parce que pour rentrer dans son atelier, on sait que ce n'est pas comme ça qu'elle procède. Il n'y a pas une réécriture à partir du journal, mais plutôt pour essayer de, et c'est ça sa visée, déstabiliser la lecture, essayer de l'ouvrir. Donc cette entrée, non pas dans l'atelier, mais dans un autre, dans un à côté ou un parallèle du texte, voilà, est une manière aussi d'ouvrir la lecture et d'ouvrir le regard mental du lecteur sur ce qui est proposé. Alors, je reviens à ces mentions métatextuelles. L'événement en est particulièrement riche. La dimension prospective est ainsi particulièrement marquée à l'orée du travail qui montre la complexité du matériau en ce qu'il s'agit d'une saisie du temps. Et du temps, alors je ne sais pas de lister tous les pôles, les grandes problématiques d'Annie Ernaux, mais on le sait bien, et puis c'était le titre du colloque de Soridi, hein, la mémoire, la mémoire et le temps, donc le temps et la mémoire, merci. Donc, la saisie du temps, hein, qui est une des grandes affaires de son entreprise d'écriture. Je cite donc l'événement. Cette entreprise s'inscrira dans la trame d'un récit, seul capable de rendre un événement qui n'a été que du temps au-dedans et au-dehors de moi. Alors, on voit l'importance ici du terme récit, hein, qui va revenir régulièrement dans la suite de l'exposé de la méthode, finalement, qui va accompagner l'exploration de l'événement, comme s'il fallait aussi inscrire dans une forme de textualité marquée ce qui est en cours. Hein, ça va s'inscrire dans la trame d'un récit. En écho aussi ici, la question de la dialectique intérieure et extérieure, du temps au-dedans et au-dehors de moi, qui meut toute une partie de l'œuvre, aussi bien en production, comme on peut le voir, qu'en réception. Et on peut penser à une phrase tirée de l'écriture comme un couteau, par exemple, où Annie Ernaux note que ce qui compte dans les livres, c'est ce qu'ils font advenir en soi et hors de soi. Et c'était aussi ce qui nous avait retenu avec Violaine Darmero quand on avait organisé le colloque de Cergy dont on a parlé tout à l'heure, dont les actes ont été un engagement d'écriture, mais cette idée d'engagement d'écriture, eh bien, elle était aussi portée par un questionnement autour de en soi et hors de soi. Je vais aborder ma troisième fonction, la perspective plus ontologique. Donc, toutes ces mentions métadiscursives, elles ont pour but aussi de mesurer l'impact du récit sur soi, écrivant, hein, qui est donc encore une autre perspective, à la jonction entre, pour le dire de façon peut-être un peu pompeuse, entre l'ontologique et le scriptural. Et c'est dans l'événement, de nouveau, qu'on trouve peut-être les plus nombreuses traces depuis l'exploration de la motivation jusqu'à la clôture de l'œuvre. Et il me semblait intéressant de mettre en regard une citation du début et une citation de la fin. Je n'ai pas mis les pages précises, puisqu'on est tous avec des éditions différentes, entre le Quarto, la Blanche, le Folio.
Vous trouverez assez facilement. Au début, donc, Annie Ernaux écrit « Avec ce récit, c'est du temps, toujours, qui s'est mis en marche et qui m'entraîne malgré moi. Je sais maintenant que je suis décidée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. » Et à la fin, elle revient tout à la fois sur ce dont elle parle et sur la façon dont elle en parle. « Je marchais dans les rues avec le secret de cette nuit dans mon corps comme une chose sacrée. Je ne savais pas si j'avais été au bout de l'horreur ou de la beauté. J'ai trouvé de la fierté, sans doute la même que les navigateurs solitaires, les drogués et les voleurs, celle d'être allé jusqu'où les autres n'envisageront jamais d'aller. C'est sans doute quelque chose de cette fierté qui m'a fait écrire ce récit. » Et ces deux citations entre lesquelles se situe justement le récit convoquent ce dernier dans son impulsion et dans sa clôture en actualisant l'image de la marche, d'abord celle de l'entame, pour ainsi dire, le fait de commencer, qui se situe dans une perspective d'accomplissement, là où l'arrivée se clôt par une perspective davantage temporelle et géographique, puisqu'elle engage le décentrement, celui de la transgression. On notera aussi la transformation accomplie par le récit, il me semble que syntaxiquement, c'est intéressant. Avec ce récit, c'est du temps qui s'est mis en marche et qui m'entraîne malgré moi, où on voit que c'est le récit qui domine, et à la fin, c'est sans doute quelque chose de cette fierté qui m'a fait écrire ce récit, où finalement le récit devient l'objet, syntaxiquement, et de façon beaucoup plus matérialo-textuelle. Le récit clos appelle ainsi sa vie à venir, et cette dernière est également pensée via le texte dans une anticipation de la réception. Il se peut qu'un tel récit, il y a quasiment quelque chose de l'ordre de la déixisme ici, provoque de l'irritation ou de la répulsion, soit taxé de mauvais goût, d'avoir vécu une chose, quelle qu'elle soit, donne le droit imprescriptible de l'écrire. Il n'y a pas de vérité inférieure. Alors, en faisant ce détour par la réception, le texte, et c'est cela qui est particulièrement intéressant, ce mouvement d'écart pour mieux cerner le cœur même de ce qui se produit, se double de l'énonciation d'une phrase qui sonne comme une maxime, qui sonne donc de bruit dans le couloir. Ça pour nos amis en ligne. Donc, il y a une phrase ici, à la fin, qui sonne comme une maxime, tout à la fois vérité générale et précepte, qui, dans un mouvement assez propre à Annie Ernaux, élabore une pensée à partir d'une expérience. Et c'est une pensée, telle qu'il n'y a pas de vérité inférieure, qui s'origine justement du récit. Donc, perpétuellement à l'horizon du métadiscours, en tout cas de ce que j'ai relevé du métadiscours, se trouve le récit. Et en fait, Annie Ernaux interroge régulièrement le récit sous tous ses aspects, que ce soit ses limites, j'aurai d'autres exemples encore, mais je vais redonner d'autres exemples à ce stade-là de mon développement, ou les enjeux qui lui sont assignés, notamment herméneutiques. Et là, je vais quand même donner un dernier exemple, puisque ces enjeux herméneutiques, on les voit très très bien, très clairement exprimés dans ce passage de Mémoire de fille. À quoi bon écrire, si ce n'est pour désenfouir des choses, même une seule, irréductible à des explications de toutes sortes, psychologiques, sociologiques, une chose qui ne soit pas le résultat d'une idée préconçue et d'une démonstration, mais du récit, une chose sortant des replis étalés du récit et qui puisse aider à comprendre, à supporter ce qui arrive et ce qu'on fait. Alors peut-être l'un des points communs de toutes ces réflexions métatextuelles sur le récit réside-t-il, au-delà de leur visée singulière, dans l'assertion suivante, qui est finalement moins un commentaire métatextuel ou métadiscursif, à proprement parler, qu'une réflexion plus généraliste, donc assertion dont la portée ontologique peut sembler de prime abord inversement proportionnelle au contexte d'insertion textuelle. La phrase que je vais tirer, elle est issue d'un petit passage de la vie extérieure où Annie Ernaux rapporte une réunion de copropriété. Voilà. Mais il me semble que dans ce qui fait la vie aussi ce qui fait la vie, donc il y a cette citation justement qui est particulièrement importante puisque quelqu'un, lors de cette réunion de copropriété, dit, ou alors c'est elle, je ne sais plus, là, voilà, je ne sais plus trop, le récit en tout cas est un besoin d'exister. Cette phrase me semble particulière, c'est Annie Ernaux qui dit ça, à partir de ce qui a été dit.
Le récit est un besoin d'exister. Il me semble que c'est majeur chez Annie Ernaux, ce commentaire-là, puisqu'il y a un lien essentiel entre l'écriture et la vie, qui peut être tout à la fois de l'ordre d'exister, mais également de faire exister. Hein, c'est les deux qui sont actualisés ici dans le récit est un besoin d'exister. On peut penser aussi à une scène qui est vécue dans le train Cergy-Paris, qui m'a rappelé à raison que c'était important d'être à Cergy aujourd'hui, en présence ou par la pensée ou par via le numérique. Il y a une femme qui raconte, alors c'est un extrait donc, du journal du dehors, il y a une femme qui raconte à une amie un fait divers et elle ménage ses effets en regardant le plus possible la chute. Et la diariste qui est Annie Ernaux met en avant les ressorts de cette narration particulièrement réussie, hein, à tel point que toute la rame devient récepteur en fait, du récit. Et elle conclut, après avoir évoqué cette façon impudique de raconter, qui repose notamment sur un ralentissement du processus qui mène à la fin, afin d'augmenter le désir de l'auditoire, hein, évidemment, que, je la cite, tout récit fonctionne sur le mode de l'érotisme. Alors, si le mot érotisme renvoie ici explicitement hein, au jeu sensuel destiné à attiser le désir, on peut aussi choisir d'en remotiver le potentiel psychanalytique, même si c'est tous, hein, la perspective psychanalytique n'est pas celle d'Annie Ernaux. Ensuite, c'est moi, en tant que critique, qui utilise de cet outil-là. Et on pourrait suivre Freud qui rappelle que tout le bruit de la vie, hein, je le cite, provient de l'éros. Le récit serait ainsi du côté de la vie, au sens très large du terme, et cette emprise même de la pulsion de vie se retrouve explicitement mise en avant chez Annie Ernaux elle-même, quand elle choisit de donner comme titre au quarto, qui lui est consacré chez Gallimard, écrire la vie. Est-ce que je peux encore continuer un petit peu, puisque Nathalie n'est pas là? 2 minutes. C'est à son comble. Je fais monter également, peut-être, je l'espère, le désir. Petite vérification, Anne-Marie, vous allez voir si l'intervenante suivante était arrivée, puisque venir à Cergy peut être parfois une aventure quand on n'habite pas à Cergy ou à proximité même de Cergy. Bon, écoutez, je continue. Dans Retour à Yvetot, quitte à abréger, elle revient sur la signification de ce titre, à écrire la vie, pour insister justement sur l'écriture comme partage de, je la cite, toutes ces choses de la vie. Ce sont d'ailleurs elles qu'on retrouve dans une œuvre majeure, Les Années, qui est foncièrement un livre de vie, dont le lien au récit est ainsi souligné dans l'expression du projet envisagé. Alors on revient à cette dimension métacréative qui nous réunit aujourd'hui, telle que l'expose finalement Annie Ernaux au sein même de son texte. Elle voudrait réunir ces multiples images d'elle, séparées, désaccordées par le fil d'un récit, celui de son existence, depuis sa naissance pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Récit de vie, donc, que les années dans lesquelles d'autres récits se font entendre, que ce soit le grand récit des événements collectifs, comme la vie pendant la guerre, ou à un autre niveau, le grand récit, celui des origines. Pour autant, le dynamisme pulsionnel qui lie le récit à la vie n'élude pas la dimension thanatique, ainsi pour continuer avec les années, de la guerre, qui va être sublimée dans, je cite, un récit plein de mort et de violence, ou des ascendants, parfois réduits à leur disparition, je cite, grippe espagnole, embolie ou pied de cheval qui les avait emportés. Le récit relève donc d'un héros qui ne fait pas abstraction de Thanatos, comme le résume cette mise en abîme des années, une phrase canonique, ce sera un récit glissant, dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière image d'une vie. La vie dans toute son extension. Voilà donc ce qui meut un grand nombre des récits d'Annie Ernaux, que ce soit la sienne propre ou celle des autres. Et là, je reviens de nouveau à ce qui était au début de mon exposé, la place, mais on va retrouver ça également avec une femme ou avec l'autre fille. Alors, l'autre fille, c'est un des grands textes dans lesquels, justement, la question du récit est posée au regard du métadiscours. Voilà, j'ai étudié ça dans une autre occasion.
Donc je ne vais pas le refaire ici, mais vraiment, tout le récit, ce récit extrêmement difficile, qui s'origine lui-même d'un autre récit, hein, c'est le récit interdit de sa mère que Annie Ernaux capte, enfant, de façon un petit peu inattendue, eh bien, pose lui-même le récit cette lettre adressée à sa sœur, pose la question du récit sans cesse. Donc, le métadiscours va être vraiment à l'origine du texte, va l'accompagner tout du long en suivant un certain nombre de procédés, de processus. Alors, je terminerai en évoquant le jeune homme. Je m'avais parlé, je remplis le pacte avec une citation qui n'est pas un métadiscours, mais qui convoque aussi le récit d'une certaine façon. Alors, vous allez dire que ce n'est pas du récit, c'est pas du métadiscours. Pourquoi? Eh bien, parce que, voilà, c'est ma conclusion, et je vais essayer de montrer que ça se tient quand même, parce qu'elle m'intéresse, cette citation, pour sa portée métacréative. Vous savez, c'est ce par quoi commence le jeune homme. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. Et cette phrase, elle est particulièrement intéressante dans la perspective du jour, qui est la nôtre, sur la portée, la réflexion métacréative à l'intérieur même d'un texte. Et jeune homme, c'est un texte, c'est un récit. Voilà, je justifie un petit peu plus mon propos. Ce n'est pas non plus à proprement parler un métadiscours, mais quand même, il y a cette dimension métacréative qui me semble intéressante. Et ce qui me semblait intéressant, c'était la modalité selon laquelle finalement elle s'élabore. Parce que si on n'y prête pas attention, quand on regarde, quand on ouvre le jeune homme, on a l'impression qu'on est face à une sorte d'épigraphe. Mais ce n'est pas réellement quelque chose qui est de l'ordre de l'épigraphe. Il y a une sorte de leurre. Ce leurre est constitué parce que cet énoncé est séparé du reste du texte, centré, et il est une phrase qui donne l'intention du livre ou en dévoile une perspective. Donc, finalement, ça a le goût de l'épigraphe, ça ressemble à l'épigraphe, mais ce n'est pas une épigraphe. Et ça se dévoile, ça se dénonce quand même de soi-même, puisque ce n'est pas réellement aligné comme le sont généralement les épigraphes, et qui est avec, la plupart du temps, une référence auctoriale. En tout cas, le trouble vient de la confusion qui est liée à la mise en page et aussi au fait qu'Annie Ernaux a une pratique très étendue de l'épigraphie. Ça, ce serait aussi un autre sujet sur lequel certains collègues ont déjà travaillé. Et elle devient donc ici son propre ressort épigraphique. Et c'est la force de l'écriture qui est ici célébrée de façon proleptique, indicielle, symbolique et in absentia. C'est encore le récit qui s'élève. La phrase finalement tire sa force de sa position, de sa brièveté et de la valeur accordée à l'écriture. Et on retrouve là encore cette idée phare pour Annie Ernaux, écrire la vie. Voilà, je vous remercie.